Ah, super. On va accueillir maintenant Isabelle, donc Isabelle Dabadi, qui est professeure, Isabelle Dabadi, qui est professeure à l'Université de Bretagne Sud. Hop. Voilà. Qui est professeure à l'Université de Bretagne Sud, en sciences de gestion toujours. Voilà, spécialisée en stratégie des entreprises et en comportement des consommateurs, donc face aux enjeux climatiques notamment, en marketing responsable et en low-tech et numérique. Donc c'est une personne qui a une activité aussi forte dans le cadre du réseau EcoSD, en ayant participé depuis plusieurs années à plusieurs projets de recherche collaboratifs sur la frugalité, les low-tech, et maintenant sur notamment le projet Bezos, dont je ne sais plus, c'est Erwan qui en parlait ce matin. Voilà, donc on te laisse la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup Valérie, bonjour à tous. Donc effectivement, je viens de rejoindre l'Université de Bretagne Sud. J'ai participé à plusieurs projets qui ont été permis par EcoSD avec un certain nombre des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et donc voilà, à l'époque où on a mené ces projets, j'étais à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Et je viens de migrer vers la Bretagne. Alors, le titre de ma présentation, il est un petit peu différent de celui qui était sur le programme, mais voilà, je vais vous parler de la manière dont on peut mettre les low-tech en valeur. Alors, on pourrait, juste un petit avertissement avant de démarrer, en fait, on pourrait se dire que plus on avance dans la journée, plus on élargit le sujet, on prend de la hauteur par rapport à cette question des low-tech. Et en fait, moi, j'ai un peu l'impression que j'arrive je ne vais pas rétrécir le sujet, mais je vais me concentrer sur une petite question. Et si vous avez en tête les schémas que Tatiana nous a présentés tout à l'heure, je ne sais pas où est Tatiana, mais avec l'idée qu'il faut regarder les choses largement pour changer les systèmes socio-techniques, moi je vais revenir sur le petit carré qui était tout en bas à gauche, qui était le carré du produit ou de l'objet. Voilà, mais c'est un angle aussi pour penser les low-tech, et normalement ça devrait nous aider aussi à réfléchir plus largement à la question du changement culturel qui a aussi été abordée ce matin. Alors, le contexte de la recherche, en fait, le point de départ, c'est entre autres la participation à plusieurs projets, notamment avec le Low-Tech Lab à Concarneau, sur la question de la désirabilité des low-tech. Et moi, j'avais le sentiment, en travaillant sur ce projet-là et d'autres projets, notamment avec EcoSD, que poser cette question de comment on rend les low-tech désirables, ça sous-entend qu'elles ne seraient pas désirables. Et j'ai un peu aussi eu le sentiment, et ça a d'ailleurs été dit, et à l'instant, il ne faut pas non plus être bercé d'illusions, il y a quand même des difficultés et des questions d'appropriation que Luis Miguel vient de présenter. Mais j'ai ce sentiment que quand on parle de low-tech, les ingénieurs, parce que, alors, comme disent certains, c'est beaucoup d'ingénieurs à la manœuvre quand même sur ce sujet-là, ils sont parfois prudents et peut-être pessimiste, peut-être trop humble dans la démarche, en se disant, comment on fait pour... les low-tech, c'est exigeant, alors, je prends je ne sais pas comment je peux passer... voilà, juste pour exemple, là, j'ai pris un extrait d'une émission là, de France Inter qui évoquait le film que je n'ai pas encore vu d'Adrien Bellé sur les low-tech, et qui présente les low-tech comme une démarche exigeante mais possible. Ça peut être un peu difficile de passer aux low-tech, etc. Donc, il y a quand même toute cette idée que les low-tech, c'est pas simple, c'est une appropriation difficile. Et donc, peut-être avec l'idée que ce serait une solution low-tech, elle est un peu moins bien qu'une autre solution. Et donc, il faut accepter de faire des sacrifices pour passer au low-tech. Et donc, en discutant avec Quentin ce matin, je me disais, tiens, finalement, est-ce que c'est pas l'histoire du complexe de la low-tech ? Donc, par ailleurs, le marketing, de son côté, méconnaît encore, en tout cas, côté académique, méconnaît encore largement les low-tech ou s'y intéresse peu. L'autre point de départ de ma recherche, c'est du coup une question sur celle du moins mais mieux, en fait. Si on dit que les low-tech, elles font partie des approches du moins mais mieux, est-ce que parfois, il n'y a quand même pas des situations dans lesquelles elles sont juste mieux, en fait? Elles ne sont pas moins, elles sont peut-être moins de ressources, etc., mais elles apportent pas moins de valeur. Alors,
les petits doutes que je mets entre parenthèses, c'est est-ce que je pose cette question-là parce que j'ai envie d'y croire? C'est une question. Deuxième intuition, c'est est-ce que le marketing pourrait aider à mettre les low-tech en valeur? Et le doute qui va avec, c'est, on a parlé un peu du marketing aussi ce matin, est-ce que c'est faire entrer le loup dans la bergerie? Est-ce que finalement, c'est pas une bonne nouvelle que le marketing ne s'intéresse pas au low-tech? C'est une autre question. Alors, pour penser cette question de la valeur, en marketing, il y a des théories qui sont intéressantes, et notamment les approches multidimensionnelles de la valeur, en fait, qui invitent à s'intéresser aux différentes facettes de la valeur et à se dire qu'on a très longtemps pensé la valeur de manière assez réductrice, en pensant ratio qualité-prix, performance-prix, etc. Et pour un certain nombre de produits, c'est encore la manière dont on réfléchit, surtout d'ailleurs sur des produits un peu technologiques. Mais finalement, dans la valeur, il y a d'autres facettes, des facettes, alors comme, je vais présenter un exemple de différentes dimensions de la valeur. On peut avoir des formes de valeur sociale, de valeur hédonique, de valeur spirituelle, valeur épistémique, etc. Typiquement, si on achète un Fairphone aujourd'hui, par exemple, c'est pas uniquement parce que c'est le meilleur rapport performance, fonctionnalité, prix. Probablement qu'il y a des produits plus compétitifs de ce point de vue-là sur le marché, mais ça apporte une valeur éthique, ça apporte peut-être une valeur sociale, parce qu'on peut se distinguer comme un consommateur responsable, etc. Donc, ces approches multidimensionnelles de la valeur, il y a des exemples de travaux intéressants, comme ceux de Innocent et François Lecomte en 2020, qui sont intéressés à la valeur qu'on peut retirer d'une pratique écologique, en l'occurrence les réductions de consommation, la réduction du gaspillage d'électricité. Et ils ont montré en fait qu'on pouvait retirer de cette pratique notamment une valeur eudémonique, c'est-à-dire une valeur qui est liée à l'estime de soi, au sentiment d'accomplir quelque chose de bien. Un sentiment de réalisation personnelle. Et plus récemment, là, il y a un article qui vient de paraître dans la revue Recherche et application en marketing sur la démarche de sobriété alimentaire comme quête de valeur de consommation épicurienne. Et donc, c'est intéressant parce que leur travail, ça a été de se dire comment... Alors, il y a probablement une nécessité de basculer vers une forme de sobriété alimentaire, mais comment concilier sobriété alimentaire et plaisir, qui serait un peu la condition pour basculer vers ça. Et ils ont montré que justement, dans la sobriété alimentaire, ça peut s'associer au bien manger. Et donc, ils ont fait un parallèle avec la philosophie d'Épicure pour montrer que dans la sobriété alimentaire, il peut y avoir une valeur hédonique et donc de plaisir, et une valeur eudémonique, d'accomplissement de soi, etc. Sur les volets des low-tech, qui est l'autre partie du cadre théorique de cette réflexion, en fait, comme je disais en introduction, vraiment, moi, j'ai resserré sur un petit aspect des low-tech, qui est l'aspect simplification, qu'on peut retrouver dans le côté utile, on fait juste ce dont on a besoin, et puis alors dans le rapport de l'ADEME, ce qui est mis comme une sous-dimension de l'accessibilité, c'est le fait d'éviter la sophistication matérielle, donc rechercher la simplicité de l'objet, retour aux fonctions essentielles, etc. Ce qu'on a cherché à faire, c'est d'explorer, de prendre des solutions simples. Alors, tout à l'heure aussi, on s'est posé la question de est-ce que parfois il y a des démarches, des choses qui ressemblent à des démarches low-tech sans se revendiquer comme telles. Nous, on s'est en l'occurrence pas intéressé à des objets conçus dans des démarches low-tech, mais des objets du quotidien, et se dire finalement, dans des choix qu'on fait d'utiliser des choses plus ou moins sophistiquées, quelle valeur on en retire. Et puis, donc, on a certains objets qui peuvent, qu'on pourrait considérer comme low-tech. Donc, on a fait un travail d'enquête qualitative auprès de consommateurs pour comprendre quels objets ils utilisent, lesquels ils choisissent et qu'est-ce que ça leur apporte. Les résultats, ça a été de montrer en fait, évidemment, c'est un peu sans surprise que finalement, dans les choix qui sont faits par les consommateurs, ils vont se tourner vers tel ou tel objet qui va leur apporter différentes formes de valeurs, une valeur hédonique, une valeur sociale, une valeur esthétique, etc. Et donc, on a des verbatims de gens qui vont dire, par exemple, que sécher son linge sur une corde à linge, c'est plus écologique, d'autres solutions vont être plus conviviales et d'autres encore plus esthétiques. En revanche, en fait, la surprise dans nos résultats, ça a été de se dire que
en fait, ces valeurs-là qu'on vient rajouter quelque part, qu'on pensait voir apparaître un peu en compensation d'une moindre valeur utilitaire, en fait, c'est pas toujours une affaire de compensation. Et on peut avoir une valeur qui est utilitaire, une performance qui est intacte, voire supérieure dans des solutions simples par rapport à des solutions plus sophistiquées. Et donc là, j'ai quelques exemples. Et j'aime bien le premier, en fait, qui est celui du ciré, du ciré Guy Cotten. Là, c'est pas de faire de publicité pour Guy Cotten, mais c'est quelqu'un qui me disait, finalement, le seul ciré avec lequel, en gros, on n'est jamais mouillé, c'est le ciré, voilà, le bon vieux ciré bien étanche. Et donc, voilà, il y a des choses bien plus sophistiquées aujourd'hui qui sont à la fois étanches et respirantes, etc. Mais on s'aperçoit que, en fait, c'est jamais complètement respirant et jamais complètement étanche, ou en tout cas, et que pourquoi pas avoir le ciré quand il pleut vraiment, et puis on l'enlève quand il arrête de pleuvoir. Comme ça, on ne transpire pas. Et on a des témoignages un peu qui se rapprochent de cette idée de meilleure performance dans d'autres domaines, comme alors un objet qui revient souvent, c'est la cafetière à l'italienne, qui est louée pour ça. Tout à l'heure, on l'a vanté sur le côté esthétique, mais c'est aussi, voilà, pour certains, la seule vraie cafetière qui fonctionne. Et puis, voilà, d'autres il y a eu des verbatim au sujet d'écrans tactiles, voilà, versus des boutons qui sont finalement plus accessibles, qui rendent un meilleur service que des solutions plus sophistiquées. Et alors, le sujet qui a beaucoup fait parler, et je ne sais pas s'il y a des bouquins d'écrits sur le Tancarville, mais ça m'a amusé. Le nombre de verbatim, de témoignages qui disent, mais personne m'a dit le Tancarville a changé ma vie, mais ça aurait presque pu être ça. Voilà, c'est donc ce système pour sécher le linge, c'est une innovation, une belle invention. Ça abîme moins les vêtements, c'est pratique, on peut le mettre partout, on peut le mettre près des fenêtres, ça se range, ça se plie, etc., etc. Et donc voilà, donc finalement, les gens qui choisissent ça, c'est pas parce que c'est plus écologique ou parce que c'est souvent parce que alors j'ai pas mis non plus les verbatim comment on appelle ça, de puristes de l'entretien du linge, mais qui vraiment, voilà, pour rien au monde ils mettraient leurs vêtements dans un sèche-linge parce que il n'y a pas meilleur résultat que quand on pend le truc comme il faut, etc. Voilà, et ça pour la petite blague, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez tous peut-être vu cette vidéo qui est assez vieille, mais ça m'a fait penser à ça, et finalement il y a un peu de retour à ça. Alors je vous engage à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, mais c'est une vidéo qui est en espagnol où c'était, comment dire, une façon assez humoristique de présenter un livre papier comme une innovation avec tout un tas de fonctionnalités. Il vous parle de la fonctionnalité du marque-page, etc. Enfin bref. Et donc finalement, voilà, un produit low-tech, un objet low-tech qui a une performance inégalée par rapport à un certain nombre de besoins qu'on pourrait avoir. Donc, pour conclure, moi, avec mon point de vue de gestion, marketing, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est que quelque part, en marketing, à force de vouloir chercher à se différencier à tout prix, à vouloir créer une expérience client, finalement, on oublie la valeur utilitaire. Et donc, c'est comment dire, c'est quand même voilà, une dimension qui, à mon avis, qui mérite d'être repensée et en tout cas pas occultée par tout un tas d'autres approches. Et à ce titre-là, les low-tech peuvent être intéressants parce qu'ils peuvent nous permettre de repenser cette valeur utilitaire en rapport avec des besoins. Et je pense, et ça Quentin citait la contre-Illich et la contre-productivité ce matin, il y a cette idée que voilà, parfois la technologie, à force d'en rajouter des couches, ça devient contre-productif. Et donc revenir à la valeur utilitaire, aux besoins de base, ça peut permettre d'apporter une valeur supérieure aux consommateurs. Et donc, voilà, si on rapproche marketing et low-tech, en tout cas, le marketing peut... je ne sais pas ce que le marketing peut apporter au low-tech, mais en tout cas, à mon avis, le low-tech peut apporter, et la pensée des low-tech et la démarche des low-tech peut apporter au marketing pour l'amener à se recentrer sur des fonctionnalités essentielles. Si on réfléchit communication... et pour revenir au début de ma présentation, au moins mais mieux, en fait, peut-être qu'on pourrait aussi parfois oublier le mais, quoi. C'est juste, c'est moins et mieux.
On n'est pas dans de la compensation. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas juste oublier le moins? Alors, même si tout dépend de ce qu'on met derrière, moins de consommation, moins de ressources, etc., c'est bien. Mais voilà, le low-tech, ce n'est pas juste un truc dégradé qui est moins qu'une autre solution qui en offre plus, quoi. Donc, rester peut-être juste sur le mieux. Et évidemment, pour arriver, après, il y a tout un tas d'autres questions qui se posent et de challenges, et notamment celui de trouver le modèle économique dans lequel des offres bien recentrées sur des valeurs utilitaires vont permettre voilà, une entreprise d'avoir une activité qui est soutenable économiquement. Et ça, voilà, ça permettra de faire la transition avec la session suivante qui, justement, va peut-être avoir des réponses sur cette question de comment on fait des modèles économiques avec les low-tech. Merci beaucoup. Merci Isabelle pour cette très intéressante présentation. Est-ce que vous avez des questions dans la... Oui, des questions. Pour éviter les transitions. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais rebondir parce que c'est des questions qui nous travaillent beaucoup aussi et comme tu disais, on se les pose depuis un petit moment le Tech Lab. Alors moi, de plus en plus, j'utilise plus moins mais mieux, mais bien avec, enfin pas faire moins avec, mieux avec moins, voilà, souvent ça, mais faire bien avec peu. Et en fait, ça revient à pas forcément se poser la question de mieux non plus, parce qu'au final, il y a plein de trucs qui sont déjà super bien. Et par contre, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à seulement bien. Et pour eux, parler de mieux, c'est déjà très loin. Et par contre, avec peu, bah là, tous les exemples que tu as donnés, c'est ça. C'est une forme de... On fait avec peu, et c'est finalement très très bien. Ça marche même parfois mieux qu'avec beaucoup plus de trucs, quoi. Ça me permet aussi de, je sais pas, essayer d'applaudir ou en tout cas de renforcer l'idée que la low-tech c'est surtout pas une espèce de série d'objets un peu étiquetés. Nous, le Tech Lab, on a fait que mettre le mot sur des objets et des pratiques qui ne se revendiquaient pas low-tech. Et je pense que c'est toute la valeur ajoutée du terme que de pouvoir faire des liens entre des pratiques, des techniques, des savoir-faire, tout ce qu'on a dit, des manières de faire des objets, etc., qui partagent un certain nombre de principes. Et c'est parce qu'ils partagent ces principes qui peuvent être cohérents, peuvent constituer un système socio-technique intéressant, etc. Et donc, presque, j'avais envie de rebondir tout à l'heure à la suite de la présentation de Luis Miguel, mais est-ce que les uns les autres, vous utilisez des low-tech au quotidien? Et il y avait un peu une espèce de « Oh, mince, pas moi, c'est vrai, faut pas que je lève la main et tout. J'espère que personne ne va poser la question. » Et en fait, là, vous avez vu que je pense un balai, vous l'avez utilisé il n'y a pas longtemps, j'ai n'importe quoi, un vélo, ça vous arrive de temps en temps aussi, et qu'au final, c'est plutôt ça qu'on essaye de dire au quotidien le Tech Lab, même si les imaginaires sont à réinventer avec des trucs qui font un peu waouh, comme le four solaire à concentration d'Arnaud tout à l'heure. Mais en fait, les low-tech, elles sont déjà là, énormément. Et c'est tout le discours de Chris de Decker, Low-Tech Magazine, que de dire, moi, j'ai pas de définition de la low-tech à part de dire que comment dire, opter pour la low-tech, c'est ne pas opter pour la dernière solution technique ou technologique disponible. Sous-entendu que la dernière, un peu comme tu l'as très bien présenté, vient peut-être avec des avantages, certes, et ils nous sont souvent bien expliqués, mais aussi avec un certain nombre d'inconvénients qui, eux, sont moins expliqués. Et que du coup, bah, si j'ai conscience de ça, alors au passage, je remets en question le côté positiviste du progrès technique, mais c'est pas très grave. Le progrès humain est peut-être plus intéressant dans l'absolu. Et par contre, tiens, toutes les autres façons de faire le même truc, d'avant, entre guillemets, depuis le silex jusqu'à la fusion nucléaire, bah, y a une large variété de choix, et en plus, pas que en France, mais ailleurs, il y a plein d'autres pratiques, comme tu l'as montré aussi, merci Luis Miguel. Et voilà, et donc du coup, je trouvais ça hyper important, et merci pour les deux présentations, de repréciser un peu tout ça. Donc c'est moins une question que... Après, ma question à la rigueur, c'était sur le marketing. Non, pardon, je veux dire, si je peux juste poser une question, c'est, à mon sens, si on va plus loin que ce que tu amènes là, c'est quid d'une façon de vendre ou de communiquer qui soit compatible avec un monde low-tech, quoi, et avec une économie low-tech, avec etc., etc. Du coup, peut-être que c'est plus des pubs, c'est plus ouais, des je pense campagnes. Peut-être juste une réponse. À mon avis, une des clés sur comment vendre des low-tech, c'est poser la question aux clients, aux consommateurs de son besoin, en fait, ce qui aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est fait. Il y a beaucoup de travail, à mon avis, sur
accompagner le client quand on va acheter quelque chose. C'est pas voilà, il y a voilà toutes les solutions et puis il y a celui-là qui fait ça qui fait ça en plus, etc. Mais c'est revenir à et c'est pas dis-moi de quoi tu as besoin, je vais t'expliquer comment t'en passer, mais c'est voilà, dis-moi de quoi tu as besoin et on va trouver la solution qui est la plus adaptée. Ça, c'est, à mon avis, une petite révolution qui. Bah, du coup, la remarque de Quentin me fait poser une question qui va faire la transition là. Ah, pardon, excuse-moi. Je peux. Ouais, je pose ma. Pourquoi y aurait-il besoin de vendre des low-tech du coup? C'est une question qui se veut un peu provocatrice, mais en quoi y aurait-il besoin de vendre des low-tech dans un système idéal? Non, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que quelque chose qui a été beaucoup amené ce matin, je trouve, et encore bravo pour toute l'intervention, c'était que finalement, il s'agit moins de produits à vendre ou à diffuser que de pratiques, de savoir-faire, de culture technique à rediffuser, se réapproprier et tout. Et en l'occurrence, s'il ne s'agit plus de vendre des objets, il s'agit toujours de diffuser de la technique, par exemple, des savoir-faire, etc. Et comment est-ce que on rend ça possible? Donc des lieux, ça a été évoqué, des lieux de transmission de savoir, de formation, pouvoir apprendre beaucoup plus et pratiquer beaucoup plus dans son quotidien, libérer du temps de travail. Enfin, il y a plein d'autres leviers et qui, je pense, vont pas se passer pour autant d'une économie de marché. Enfin, ce que je provoquais un peu ce matin, c'était plutôt l'espèce de spéculation lucrative, propriété qui amène un espèce de creusement des inégalités qu'on connaît et tout. Par contre, que la monnaie, par exemple, qui a été aussi évoquée, continue de servir à vendre des légumes d'un côté, à acheter ou à réparer un vélo de l'autre, etc. C'est super intéressant. Donc, il reste à, entre guillemets, vendre des choses, et même si c'est des produits de grande consommation, comme on les appelle, parce qu'ils sont au départ beaucoup consommés, c'est-à-dire des denrées ou des trucs qui s'usent, des vêtements, des machins. Enfin, les vêtements, ils ont le temps de s'user, je crois, avant qu'on les jette, mais voilà, il y a bien encore des choses à vendre. Par contre, c'est effectivement se reposer la question l'espèce de teaser de est-ce qu'il y a un modèle économique ad hoc? Ça dépend pour qui, en fait. Aujourd'hui, pour un menuisier, est-ce que son modèle économique de faire de la menuiserie sur son territoire, ça marche? S'il n'est pas trop menacé par des énormes structures qui veulent le remplacer ou le prolétariser, a priori, ça a marché pendant des siècles. Donc le modèle économique, il est surtout dans l'échelle, je pense, à repenser et dans la gouvernance. Mais je pense qu'il y en a plein, on verra après. Merci. On va passer à la dernière question. Oui, bonjour, je m'appelle Océane Salignon, je suis doctorante en gestion à Arts et Métiers. Donc merci pour la présentation. Vu que vous étudiez la valeur d'objets qui seraient low-tech, est-ce que vous avez pensé à faire la comparaison en termes de méthode, du coup, avec des objets qui le sont moins? Et est-ce que, parce que en fait, les personnes qui achètent des choses qui ne sont pas low-tech, entre guillemets, en comparaison, on va dire, elles aussi, elles disent que ce qu'ils achètent, c'est utile. Alors, oui, on ne sait pas. Là, j'ai juste présenté en fait la valeur qu'on pouvait voir dans des objets qui ressemblent à des low-tech. Mais on a regardé en fait tout un tas d'objets plus ou moins du plus simple au plus sophistiqué, ou le plus low-tech peut-être au plus high-tech. Et effectivement, bien évidemment, il y a, si on prend voilà, ceux qui utilisent un sèche-linge par exemple électrique, ils le font parce qu'il y a un gain de temps, il y a d'autres avantages. Donc l'idée, c'est pas de dire que la solution low-tech elle est supérieure en tout point à d'autres solutions plus high-tech. Mais c'est de voir qu'en tout cas, pour répondre à certains besoins, ça peut apporter une performance supérieure, quoi. Mais c'est pas juste dans le... Voilà, l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas que des avantages qui sont non utilitaires, qu'on accepte le compromis sur la performance pour avoir quelque chose qui est plus écologique, qui est plus... etc. On peut aussi avoir une performance supérieure. Mais évidemment, et tous les consommateurs, toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles ont, comment dire, on a tous, en fait, pas plus tard qu'hier, je faisais un cours et je parlais de low-tech à mes étudiants. Et, voilà, et sur mon bureau, j'avais mon ordinateur, une webcam, un haut-parleur. Enfin bref, j'étais dans un environnement, on ne pouvait pas faire plus, même si c'est sûrement plus sophistiqué, mais bon, voilà, on était vraiment dans la high-tech. Et donc on est tous, en tant qu'individus, on consomme différents types de produits, certains qui sont un peu low-tech et d'autres pas du tout. Ça dépend des domaines, etc. Donc on a regardé un peu
des choses plus largement. Et souvent, là, dans quelques-uns des verbatims que j'ai présentés, c'est parfois présenté en opposition, en fait, en disant, voilà, ça, c'est mieux que ça, parce que... Et ça marche dans les deux sens. Merci. Merci beaucoup.